Alors bienvenue dans ce chapitre où nous allons mettre la dernière pierre à l'édifice, c'est le système d'authentification qui va permettre de se connecter à l'administration. Pour le moment, le problème c'est que tout le monde a accès à l'administration et ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc on a envie d'avoir un système de login et de mot de passe qui va permettre justement de limiter et de restreindre cet accès-là. Donc dans la partie commande, on avait mis en place déjà un utilisateur lorsqu'on remplissait notre base de données. On lui avait donné comme login et comme mot de passe admin. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est empêcher les gens d'accéder à cette page-là et les rediriger vers une page de connexion. Donc on va commencer justement par créer cette page de connexion. Au niveau de mon dossier public, dans mon fichier index.php, je vais aller créer une nouvelle route pour la partie connexion. Donc je vais créer une nouvelle route qui sera accessible en get. Quoique, vu qu'on va pouvoir poster le formulaire, on va plutôt mettre match. Et la route, ça sera la route login. Ensuite, on ira chercher le fichier auth/login.php et la route, on va l'appeler login. Vous pouvez évidemment adapter suivant vos besoins. Je vais créer ce fichier-là, donc dans mon dossier view, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler auth et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer mon nouveau fichier que je vais appeler login.php. À l'intérieur de ce fichier, on va créer un petit h1 pour dire se connecter et ensuite on aura notre formulaire. Donc pour notre formulaire, on met une action qui sera vide vu qu'on le postera vers la même URL. Par contre, au niveau de la méthode, on mettra la méthode post. Donc pour ce formulaire, on peut choisir de mettre directement de l'HTML et de générer notre formulaire, ou on peut se dire on va utiliser le système de formulaire que l'on avait déjà créé. Donc pour rappel, si je me rends sur post/edit, ça ressemblait à ça. On doit initialiser le formulaire en lui passant une entité et les erreurs. Maintenant, mon souci, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de classe qui permet de représenter un utilisateur. Donc je vais tout de suite corriger ça. Donc dans mon dossier src, puis mon dossier modèle, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler user.php. Donc je me situe dans le namespace app_modèle et la classe va s'appeler user. Cette classe aura deux propriétés que je mets en privé par défaut, qui seront les propriétés username et password, qui permettent de sauvegarder respectivement le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur. Et on va préciser que ça, c'est une chaîne de caractères. Maintenant, pour pouvoir accéder à ces propriétés, il faut que je génère les getters et les setters. Donc ça voudrait dire, créer une première méthode publique et créer les différentes méthodes. Si vous trouvez ça un petit peu rébarbatif, ce qui est tout à fait normal, sachez que vous pouvez utiliser des modules et des extensions dans votre éditeur pour gérer ça. Donc dans le cas de Visual Studio Code, qui est l'éditeur que j'utilise, il y a une extension, donc on va se rendre dans View, Extension, et on va chercher PHP Getters and Setters. Donc c'est cette extension-là. Je l'installe et je vais recharger mon éditeur. Donc ça veut dire fermer mon éditeur et le relancer. Vu que j'utilise le terminal pour faire fonctionner mon serveur, je pense aussi à relancer mon serveur interne de PHP. Maintenant, si je me rends sur, par exemple, cette propriété et que je fais CTRL-SHIFT-P, donc c'est le panneau qui me permet d'accéder à toutes les commandes, si je cherche getter, on voit qu'on peut insérer des getters et des setters automatiquement. J'appuie sur Entrée et il a créé ces deux méthodes dynamiquement. Je peux même juste rajouter ici qu'on aura une chaîne de caractères qui peut être nulle. Et au niveau du setter, on laisse les infos comme ça. Si je veux faire la même chose pour le mot de passe, c'est très simple, on refait la même chose. Donc ça peut vous permettre de gagner pas mal de temps et ça c'est plutôt pratique. Donc là après, vous pouvez peut-être aussi retirer ça. Vu que vous typez en fait les choses, si vous dites ici ça retourne une instance, pas besoin d'aller rajouter des commentaires pour dire quel type vous attendez. Les commentaires ne sont pas nécessaires vu que vous avez déjà toutes les spécifications au niveau de la méthode. Voilà, moi je préfère écrire les choses de cette manière-là. Donc là, on a tous nos getters et nos setters qui sont fonctionnels. On va maintenant pouvoir utiliser cette classe user. Donc dans mon login, juste avant de générer mon code HTML, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc on va faire un new user. Attention à bien importer le bon namespace. Et ensuite, je vais créer un nouveau formulaire. Donc je crée un nouveau formulaire. Je lui passe en premier paramètre mon utilisateur et en second paramètre un tableau vide parce que pour l'instant on n'a pas d'erreur. Mais plus tard, quand on va traiter les données, on va remplir ce tableau-là. Si maintenant je reviens sur ma page, donc ça sera la page /login, je vois bien que j'ai se connecter.
pour générer mes deux champs, je vais faire un form input. Le premier champ permettra de rentrer le nom d'utilisateur, donc le username, et on mettra nom d'utilisateur. Le second champ permettra de rentrer un mot de passe. Donc je duplique simplement cette ligne et je mets password. Et on mettra mot de passe. Si je réactualise ma page, ça va fonctionner, si ce n'est que le mot de passe est affiché en clair. En général, on utilise un input de type password pour que ça affiche des petites bulles, histoire que si quelqu'un regarde au-dessus de votre épaule, il ne puisse pas voir le mot de passe que vous rentrez. Donc vous avez deux manières de gérer ça, soit vous vous dites je vais créer une nouvelle méthode qui va s'appeler password et qui génère un input de type password, ou vous pouvez avoir une approche qui est encore un petit peu plus dynamique, qui est de dire que si le champ s'appelle password, dans ce cas-là on met automatiquement un type password. Moi j'aime bien cette seconde approche. Donc c'était notre méthode input ici. On va sauvegarder le type, on va dire type égale texte par défaut. Et maintenant on peut rajouter une condition. Si la clé c'est password, dans ce cas-là, le type, ça sera password. Dans le cas contraire, le type, ça sera texte. Vu qu'on a cette variable pour définir le type, on peut ensuite l'utiliser à cet endroit-là. Ça permet de ne rien avoir à changer au niveau de notre code et d'avoir quelque chose de dynamique. Maintenant, on a bien un input de type password pour cette situation-là et un input classique ici. Je vais finir en mettant un petit bouton à mon formulaire. Donc on va créer un button qui sera donc de type submit et on mettra se connecter. On lui rajoute des classes pour qu'il soit plus visible. On lui rajoute la classe btn et btn-primary. Maintenant, on va avoir besoin de traiter les données. Donc ce traitement-là, on va le faire peut-être un petit peu plus haut. Donc on va déjà vérifier est-ce que $_post est différent de empty. S'il n'est pas vide, on a des données qui sont postées et on doit faire le traitement. Ensuite, on va vérifier est-ce que le username et le password est au moins rempli. Donc là, on va mettre directement une condition. Donc if empty $_post username ou empty $_post password. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'on a une erreur. Et on va créer un tableau qui contiendra les erreurs, qu'on va appeler errors. Et on mettra l'erreur juste au niveau du mot de passe. Donc on fera errors password égale identifiant ou mot de passe incorrect. L'avantage, c'est qu'ensuite on peut passer cette information en second paramètre de notre formulaire. Donc il me semble que par défaut on avait une validation HTML. Si je me souviens bien, on avait rajouté un required. Donc je vais utiliser mon inspecteur pour le retirer et on va essayer de soumettre quelque chose de vide. Donc on me sort ici une erreur parce que effectivement les erreurs devaient être un tableau. Donc, vu que je n'ai qu'une seule erreur, je crée un tableau de taille 1 en faisant ça. Ou ce que je peux faire, et là c'est vraiment à vous de voir, c'est me dire pour mes formulaires, je peux gérer un cas où les erreurs ne seraient pas un tableau. Dans ce cas-là, je peux rajouter une partie de logique dans la méthode getErrorFeedback, qui était un petit peu en bas, en disant si ça c'est un tableau, on utilisera implode, sinon on mettra directement l'erreur. Donc if is_array this errorski, dans ce cas-là on va dire que error égale implode et on rajoute des PR et on met les erreurs. Dans le cas contraire, on dira que error égale tout simplement this errors qui correspond à la clé. Après, on utilise cette erreur-là plutôt que de faire l'implode directement au niveau de notre chaîne. Là, grâce à ça, on rajoute des cas et ça nous permet de moins savoir à réfléchir au niveau du code que l'on écrit ensuite dans chacune de nos actions. Donc si je réactualise la page, on voit bien que ça me dit identifiant mot de passe incorrect parce qu'effectivement, j'ai laissé le mot de passe vide. Par contre, les données sont vidées. Donc ce que je peux faire, c'est lui dire juste avant, je veux que dans le user, tu fasses un set username et que tu re-remplisses ce qui a été posté. Pour le mot de passe, je ne re-remplis pas parce que je vais estimer que si quelqu'un se trompe dans le mot de passe,
on n'a pas vraiment envie de réafficher un mot de passe. Donc on ne sauvegarde que le username. Si je refais un test, j'écris n'importe quoi ici, j'inspecte mon champ mot de passe et je retire le required, histoire de pouvoir poster des données vides, et j'essaie d'envoyer. Et on voit bien, ce champ reste bien rempli, donc ça c'est notre formulaire qui gère ça, et on a l'erreur au niveau du mot de passe. Maintenant, il va falloir trouver l'utilisateur qui correspond à ce qui est tapé ici. Donc là, vous avez deux solutions, soit vous pouvez directement écrire le code à cet endroit-là, soit vous vous dites, pour garder la même logique que d'habitude, on va créer un système de table. Moi, j'aime bien toujours respecter la même logique. Donc, on va s'inspirer du post table et on va l'appeler user table. Donc, j'ai simplement fait un copier-coller ici. Je vais l'appeler user table. Ça va extend de table. Ça utilisera la table qui s'appelle user et ça utilisera comme classe la classe user. Donc, attention à bien importer les bons namespaces. Je n'utilise pas le namespace paginated query, je ne vais pas en avoir besoin. Et ensuite, je vais redéfinir mes différentes méthodes. J'ai besoin ici de chercher un utilisateur par rapport à son nom d'utilisateur. Donc je vais créer une nouvelle fonction publique qui va s'appeler find by username, qui prendra en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le nom d'utilisateur que je souhaite utiliser. Pour le coup, cette méthode va être un peu similaire à celle que l'on avait utilisée, qui était la méthode find dans le parent, qui permettait de trouver par rapport à l'ID. Donc je vais recopier ce code-là, sauf que nous, on ne va pas utiliser l'ID comme condition, mais on utilisera le username. Et là, on mettra username. Ensuite, on exécute cette requête en lui passant le username, donc ça sera la variable $username. On fait un setFetchMode pour récupérer l'enregistrement, on récupère le résultat, et ensuite on renvoyait une exception si on ne trouvait personne. Donc là on va mettre username. Si c'est quelque chose que vous comptez réutiliser, si vous dites peut-être demain j'aurai une autre requête ou je dois préparer quelque chose différemment, vous pouvez vous dire je vais créer la méthode dans la classe parente. Donc ça à la limite je vous laisserai le faire. Hop. On peut s'imaginer avoir une fonction qui s'appellerait prep and fetch, qui prendra en premier paramètre la requête SQL et en second paramètre les paramètres, qui se chargerait automatiquement de faire les choses. Donc essayez de le faire si vous êtes motivé. Bon, dans tous les cas, on peut rester sur cette approche-là. Donc maintenant, au niveau de mon login.php, j'ai besoin de faire appel à cette user table. Et je n'ai besoin de faire appel qu'à cet endroit-là. Donc d'abord, on va récupérer une instance de PDO. Donc pour cela, on avait notre classe connexion. Donc c'était cette classe-là. Et on avait la méthode getPDO. Maintenant, je peux créer mon user table. Donc on va l'appeler table égale new user table. Et je dois lui passer en premier paramètre l'instance de PDO. Si je n'ai pas besoin de PDO ailleurs, je peux directement faire quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant que j'ai ma table, je peux lui demander de trouver l'utilisateur qui correspond au pseudo qui a été rentré par l'utilisateur. Donc on fera $user égale table find by username et on lui passe le nom d'utilisateur qui a été rentré justement par l'utilisateur. Attention ici par contre, si vous utilisez user, ça va rentrer en collision avec l'utilisateur qu'on a créé ici. Ce qui n'est pas forcément tip top parce que ça va enregistrer le mot de passe. Donc moi je vais simplement l'appeler U ici, U comme utilisateur. Donc là il faut faire attention parce que si on reposte les mêmes informations, on va tomber sur une erreur. Alors déjà il nous dit qu'il ne trouve pas PDO, parce qu'effectivement ici j'ai oublié de préciser que c'est dans le namespace racine. Et de la même manière, attention, not found exception se situe dans un namespace qui est un peu en dessous. Voilà. Donc si maintenant je réactualise la page, on va bien rentrer dans le throw new exception et ça nous renverra une erreur. Donc nous ici ça nous affiche un petit message parce qu'on avait précisé que le not found exception s'attendait systématiquement à avoir ici un entier. Alors que ce n'est pas vraiment le cas vu qu'on lui passe un username ici. Donc vous pouvez changer le message ou aller dans le not found exception et aller changer cette propriété en lui disant on n'a pas besoin d'un ID.
Si je réactualise la page, on a bien aucun enregistrement ne correspond à l'ID as the dans la table user. Bon, mon message n'est plus super clair, mais on voit le problème. En fait, vu qu'on ne trouve pas d'utilisateur, on a une exception. Donc, nous, dans notre situation, c'est une exception que l'on va capturer. Donc on va mettre ici un try. On va essayer effectivement de récupérer l'utilisateur qui correspond au pseudo, mais dans le cas où on ne récupère pas ça, donc on va capturer les not found exception, on va mettre le même message d'erreur que celui que l'on avait mis plus haut. Ça veut dire qu'on n'a trouvé aucun utilisateur qui correspond, qui a cet identifiant. Donc on peut continuer l'exécution, mais il faudra dire à notre utilisateur qu'on a un identifiant ou un mot de passe qui est incorrect. Si je reviens sur ma page et que je réactualise, on voit bien que ça fonctionne convenablement. Si maintenant je tape admin et admin, là il va trouver quelqu'un et on pourra continuer le code à l'intérieur de cette fonction. Donc le try catch permet de gérer les choses convenablement. Donc ici on a récupéré l'utilisateur, mais maintenant ce qu'il nous faut faire, c'est vérifier si effectivement son mot de passe est correct. Donc on récupère le mot de passe en faisant $u get password. Donc ça c'est le mot de passe qui est stocké en base de données. Et on a d'autre part le mot de passe qu'on a récupéré, posté par l'utilisateur, qui est le mot de passe en clair. Donc lorsqu'on avait utilisé le système qui permettait de faire le remplissage des données, on avait utilisé la méthode password hash. Donc ça permettait de hasher un mot de passe. Et lorsqu'on a besoin de vérifier un mot de passe, on a une autre méthode qui est la méthode password _ verify. On doit lui passer en premier paramètre le mot de passe en clair, donc c'est le mot de passe qui a été posté par l'utilisateur, et en second paramètre, c'est le mot de passe haché, donc c'est celui que l'on a sauvegardé dans la base de données. Juste pour l'instant, je vais faire un petit DD pour voir si ça me renvoie bel et bien true. Je sauvegarde, je réactualise ma page et ça me donne true. Si maintenant je venais à poster un mot de passe qui est incorrect, ça me renvoie bien false. Donc dans cette situation, c'est-à-dire si j'ai cette vérification qui me donne false, il va falloir que je sauvegarde encore une fois ce message d'erreur. Vous le voyez ici, on se répète un petit peu, donc ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, par défaut, on va mettre ce message d'erreur, et ensuite on va changer nos conditions. Donc on va dire ici que si ça, ce n'est pas vide, et ça, ce n'est pas vide, dans ce cas-là, on initialisera la table et on fera notre try catch. Dans notre catch, on n'aura rien à mettre. On a juste besoin de mettre un catch pour qu'il ne fasse rien. Et ici, si ça correspond à true, c'est là où on fera le traitement. Si ça ne correspond pas à true, on laisse le reste du code se dérouler et l'erreur va arriver ensuite. On peut même réessayer. Hop, je vais soumettre n'importe quoi. Je clique sur se connecter, ça ne marche pas. Je tape admin et ça va marcher. Il ne me restera plus qu'à faire ce traitement ici. Donc l'utilisateur est bel et bien connecté et on va le rediriger vers la page de l'administration. Donc c'est cette page-là. Du coup, il me suffit de mettre un header, location, et on va générer l'URL grâce au routeur. Donc l'URL c'était admin _ post, j'ai vraiment une mémoire de poisson, avec un S. Et on n'a pas de paramètres supplémentaires dans le cas de cette URL. Ensuite, on ne veut pas que la suite de ce script s'exécute, donc on met un exit pour terminer l'affichage de cette page-là. Donc si maintenant je réessaie, je tape admin et je suis bien redirigé vers la partie administration. En revanche, ici on n'a géré que la vérification du formulaire de connexion. Maintenant, il va falloir mettre en place le système de session. Donc dans la partie check, on n'avait pas écrit de code, c'est justement là où on va pouvoir faire les choses. Donc globalement, ce que l'on va faire, c'est vérifier est-ce que dans la session, on a une clé par exemple qui s'appelle hot. Si on a une clé qui s'appelle hot, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a le droit d'accéder à cette page-là. Si ce n'est pas le cas, on renverra peut-être une exception. Et histoire de différencier cette exception des autres, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler security. Et à l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler forbidden exception.php. Donc ça sera une classe qui permettra d'indiquer que l'utilisateur n'a pas accès à la page en question. Donc je me situe dans le namespace app_security. La classe va s'appeler forbidden exception et elle va étendre des exceptions de PHP. À l'intérieur, je ne mets rien.
mais on peut tout à fait s'imaginer sauvegarder l'URL que l'utilisateur a essayé d'atteindre, par exemple. Là, c'est après à vous de voir. Nous, on va rester très simple. Donc, on va rajouter une condition en disant if différent de is7 $_session hot, ça veut dire que ce n'est pas défini. Dans ce cas-là, on va renvoyer une nouvelle forbidden exception. Et on capturera cette erreur plus tard dans notre application pour afficher une page d'erreur ou rediriger vers la partie connexion si on le souhaite. Donc j'essaie de me rendre sur la partie administration et on voit que j'ai bien une forbidden exception. Pour éviter cette erreur-là, dans ma partie login, il va falloir, si l'utilisateur est convenablement connecté, que je définisse les informations en session. Donc je vais faire un session start parce que je n'ai pas démarré la session jusqu'à maintenant. Et ensuite, je vais faire un $_session et sauvegarder l'ID de l'utilisateur en session. Donc get ID. Et je réalise que je n'avais pas prévu de sauvegarder l'ID. Donc au niveau de mon modèle user, c'était dans la partie modèle puis user, je vais créer une nouvelle propriété privée qui va s'appeler ID. Je vais préciser que ça sera une variable qui sera un entier et je vais utiliser mon super plugin pour générer les getters et les setters. Je change légèrement les signatures des méthodes pour dire ici que ça retourne un entier et ici que ça retourne self. Vous pouvez même enlever les commentaires au-dessus parce que les getters, il n'y a pas forcément matière à commenter quelque chose. C'est juste quelque chose qui permet d'accéder à une propriété. Donc rien qu'en voyant le nom d'un getter, on comprend à quoi ça correspond. Donc ça me paraît plutôt pas mal, si ce n'est que peut-être que l'ID dans certaines situations peut être nul, donc on mettra un point d'interrogation devant. Et on sauvegarde les informations. Donc là, ça devrait être bon. Je vais essayer de me connecter. Donc je rentre admin, admin, et ça ne fonctionne toujours pas. Ce qui se passe, c'est que ici, dans votre partie hôte, vous n'avez peut-être pas démarré la session. Du coup, quand vous essayez d'accéder à ça, ça ne fonctionne pas. Du coup, il faut s'assurer que la session soit convenablement démarrée. Donc au niveau de PHP, vous avez une méthode qui s'appelle session_statut, qui vous permet de vérifier justement si la session a été commencée. Donc on doit vérifier est-ce que ça correspond à cette valeur-là. Donc on est parti. If session_statut est égal à php_session_none, ça veut dire que la session n'a pas été débutée. Dans ce cas-là, on mettra un session start juste avant, histoire de démarrer la session et de pouvoir accéder aux informations qui sont stockées à l'intérieur. J'essaie de réactualiser ma page et je vois bien que j'ai accès à l'administration. Donc là, on a bien interdit aux personnes qui sont déconnectées d'accéder à cette page-là. Pour vérifier les choses, il me suffit dans l'onglet Application de mon navigateur de supprimer la clé qui correspond à ma session PHP. Donc je supprime cette clé-là. Et si j'essaie de me re-rendre sur l'administration, j'ai bien une erreur. Si je veux gérer la redirection, parce que afficher une erreur, c'est pas forcément très joli, je peux au niveau de ma partie qui gère tout l'aspect routing, donc là c'est plutôt dans le routeur, entourer ce code-là, donc le code qui fait le traitement d'un try-catch. Donc je vais mettre ici un try, je vais lui demander d'inclure tout ce code-là, ou même, hop, on va rajouter le OBStart à l'intérieur. Et ensuite, on pourra capturer certaines erreurs pour effectuer des traitements particuliers. Donc moi ici, je vais dire catch les forbidden plutôt exception. Et dans ce cas-là, tu renverras un header, location de point, et on redirigera vers l'URL qui s'appelle login. Et on rajoutera peut-être aussi un paramètre dans l'URL qui sera error ou forbidden est égal à 1 pour indiquer qu'on a été redirigé parce que justement on a eu un problème. Et histoire de ne pas aller plus loin, je mets un exit. Si maintenant je réactualise ma page, je vois bien que je suis redirigé ici et je pourrais au niveau de mon login.php mettre un petit message. Donc on le mettrait juste en dessous de se connecter. On créerait une div qui aurait la classe alert danger et on mettrait vous ne pouvez pas
vous accéder à cette page. Si on avait sauvegardé le chemin dans l'exception, si par exemple on avait sauvegardé l'URL, ben on pourrait la récupérer ici et la passer au niveau du forbidden, ce qui permettrait de mémoriser la page vers laquelle l'utilisateur essayait d'accéder. Donc après vous pouvez faire des traitements plus poussés et comme ça s'il se connecte, vous le redirigez vers la page qu'il essayait d'atteindre. Ça peut être intéressant. Là on va rester sur quand même quelque chose de simple et on va se contenter de ça. Donc là il nous faut vérifier est-ce que la variable dans l'URL forbidden est définie, et si elle est définie, dans ce cas-là, on affiche ce message d'erreur. Après, pour qu'elle ne reste pas au niveau de notre formulaire, on va manuellement définir l'action ici, et lui dire « Je veux aller vers login ». Voilà. Ça permettra de générer une URL qui n'aura pas le forbidden par défaut. Donc je réactualise ma page, et on me dit « Vous ne pouvez pas accéder à cette page-là ». Si je soumets des informations, on voit bien que le forbidden a disparu parce que l'URL ne le contient plus. Je peux me reconnecter et dans ce cas-là, j'ai bien accès à l'administration. Donc là, vous avez permis à vos utilisateurs de pouvoir accéder à une administration et de bloquer l'admin. Dès que vous avez envie de bloquer quelque chose, il vous suffit de préfixer votre code par cette fameuse méthode check. Donc dernière petite chose que l'on va faire, on aura terminé avec cette partie authentification, c'est la déconnexion. Parce que si on est sur un ordinateur public, on a envie de pouvoir se déconnecter sans forcément devoir sortir l'inspecteur. Donc je vais commencer par définir une route. Donc cette route, on va la définir en post. Et ça sera /logout. Ensuite, on va mettre hot/logout.php et on mettra comme nom de route logout. Pour pouvoir accéder à cette route, je vais créer mon lien. Donc, il me semble qu'on avait créé un layout pour l'admin et un layout défaut. Donc oui, voilà, dans l'admin, on avait un layout default. Donc là, je vais rajouter un lien supplémentaire. Donc on va créer un nouveau LI qui est la classe nav-item. Et à l'intérieur, on aura notre lien. Alors moi, j'ai choisi ici d'utiliser cette route en post pour éviter les personnes qui m'enverraient ce lien et qui me déconnecteraient de force. Donc on va créer un formulaire qui aura comme action la route logout. La méthode sera donc post. Et ce formulaire, pour qu'il n'ait pas de style, je vais rajouter un style display de .inline. À l'intérieur, on aura notre bouton. Donc ça sera un button qui sera de type submit et qui contiendra le texte se déconnecter. Histoire qu'il ait le même style que le reste, on lui donnera comme classe navlink pour que ça soit un simple lien. Alors je suis pas forcément sûr de ce style-là, on va vérifier ça, je réactualise et ça donne effectivement ça. Donc on va rajouter des styles supplémentaires, mais en vrai il faudrait plutôt le faire en CSS, qui serait un background transparent, un border de .none et ça devrait suffire. Mais ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas mis les choses convenablement. Voilà, comme ça permet d'avoir un bouton qui a l'apparence d'un simple lien et de pouvoir poster les choses. Si je poste, on aura une erreur parce que la page n'existe pas. Donc je vais aller dans le dossier hot et je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler logout.php. Alors cette page, on pourrait la bloquer, c'est-à-dire dire qu'il faut être connecté pour se déconnecter. Mais finalement, c'est pas quelque chose de sensible, donc c'est pas trop pertinent. À l'intérieur, on fait quelque chose de très simple. On va simplement faire un session_destroy, histoire de démarrer la session, histoire de détruire la session après l'avoir démarrée. Une fois que l'on a fini, on fait un header, on redirige vers la page qui est la page login. Donc on fait un routeur, URL, login, et c'est tout ce que l'on a à faire. On pourrait rajouter un logout égale 1 pour dire vous êtes bien déconnecté. Et on met un exit pour quitter la page. Donc je réactualise logout en resoumettant mon formulaire. Je suis bien redirigé vers login. Et si j'essaie d'accéder à l'admin, je suis bien bloqué. Donc là, j'ai bien été déconnecté. Je me reconnecte. Je suis connecté, je peux faire les différentes actions. Je me déconnecte et je ne peux plus rien faire. Et là, on a terminé avec cette partie-là.
Juste peut-être une dernière petite chose qui me dérange un petit peu, c'est que ici, si je tape n'importe quoi, on l'a vu à plusieurs reprises, on tombe sur cette erreur. Il n'arrive pas à ouvrir le fichier requis. Ce qui est tout à fait normal parce que cette vue-là n'existe pas. Donc on va voir quelle valeur prend view dans le cas où aucune vue n'est définie. Donc dans mon routeur, ici, je vais faire un dd et on va faire un view pour voir ce qui se passe. Je réactualise ma page et on tombe sur nul. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter une condition ici en lui disant if $view est égal à nul, ben dans ce cas-là, $view sera égal à E404, comme l'erreur 404, parce qu'en fait ça veut dire que c'est une page qu'on n'a pas trouvée. Ou on peut même raccourcir les choses avec cet opérateur-là. Donc on lui dit prends la valeur de match target, mais si cette valeur n'existe pas, je veux que tu prennes cette valeur-là. Maintenant, si je réactualise ma page, on voit bien qu'il essaie d'inclure ce fichier-là. Et il me suffit de créer ce fichier error 404 directement à la racine de view. Et à l'intérieur, je mets page introuvable. Au moins, ça permettra d'avoir toujours ce genre d'erreur. Si je sors mon inspecteur en revanche, on va voir dans l'onglet réseau que notre navigateur reçoit une 200. Alors que là, c'est une page introuvable. Donc ça veut dire de rajouter avant votre H1 un petit HTTP response code et vous lui dites attention, ce n'est pas une 200 ici, mais c'est bel et bien une 404. Comme ça, les navigateurs, quand ils tombent dessus, enfin les moteurs de recherche, quand ils tombent dessus, ils savent que c'est une erreur et ils ne vont pas indexer ce genre de page. Et on a enfin terminé avec les fonctions basiques de ce site-là. Donc vous avez maintenant un site que vous pouvez administrer, qui vous permet de poster des articles, de les associer à des catégories, et qui a un accès limité à l'administration qui vous permet à vous et à vous seul de gérer les choses. Du coup, ce que je vous propose, c'est dans le prochain chapitre de voir comment mettre ça en ligne sur un hébergeur mutualisé, donc de voir un peu quelques petits éléments de configuration que l'on peut faire. Et pour les membres premium, on ira un petit peu plus loin avec certaines fonctionnalités, et on verra par exemple comment uploader une image pour chacun de nos articles, pour avoir une jolie image à la une qui se mette en haut ici, et qui se mette en miniature ici. Donc ça sera en revanche réservé aux membres premium. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.